Bonjour, on va commencer dans une minute dès que Katia Sofia Hakim sera disponible. Pour le reste, nous sommes là. Bonjour. Si vous avez l'autorisation écrite de chacun des participants, il n'y a aucun problème. Okay. Est-ce que vous acceptez de signer, M. Picard? C'est ça la question. Oui. On vous apporte la parole. Monsieur Chouvel, non. Non, oui. Ah, donc c'est pour lui qu'il faut demander à tout le monde. C'était verbal. Esther, c'est la même chose. C'est obligatoirement. Ok. Esther? Esther, là-dessus? Oui, oui, j'ai signé. Oui. Là, c'est fait. Bien, on va recommencer doucement. On s'enfonce dans la deuxième journée avec cette pause déjeuner bien rajoutée pour ceux qui étaient dans les 3 demi-journées précédentes, avec une table ronde que j'ai l'honneur de présider. Vous savez tout, hein. Je fais juste une petite introduction. Valoriser la recherche en musique et musicologie avec Raya Falcón, Esther Pineda et Katia Sofia Hakim. Si vous voulez parler en espagnol, ne vous gênez pas pour moi. Sauf si vous me demandez de parler en espagnol, ça n'aura pas de succès du tout. Donc. Mais voilà, peut-être avant de lancer le débat, une brève présentation de chacune. Merci. Merci à tous. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Pas Non. beaucoup. Rapprochez-vous Maman. sur votre micro. En fait, c'est un peu la même chose, non? Non, Ça un va? peu mieux. Un peu D'accord. mieux, voilà. D'accord. Bonjour à tout le monde. Hola, buenas tardes a todos. Je suis Laia Falcón. Je suis professeure à l'Universidad Complutense de Madrid, à la faculté de communication. Et mes domaines de recherche, les matières où je suis prof sont sur la création de personnages, direction filmique et musique pour la narration. Et moi aussi, je suis musicienne, je fais mes études supérieures à piano, aussi en cinéma, mais à piano et puis en chant. Et c'est ça ce que je fais maintenant professionnellement à côté de l'université. Je suis chanteuse de chant lyrique, je suis soprano et bah, voilà. Et je fais une thèse de doctorat en sociologie de l'art à Paris 3 et aussi une autre en communication et études de cinéma à l'Université Complutense. Et merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à ces congrès. Je l'ai dit le premier jour, mais je suis vraiment admirée de votre élan et de votre talent. Et je pense que vous êtes très très nécessaire. Hier, je pensais à un petit jeu de mots. Je pense que c'est vous qui donnez le rythme à la recherche. Et ben voilà. Quoi. Merci beaucoup. Esther Pineda. Le micro est nécessaire. Oui, c'est mieux. Alors, L'acoustique n'est pas faite du tout pour envoyer. d'accord. Bon, alors pour me présenter brièvement, j'exerce une double activité professionnelle en tant que pianiste et professeur d'enseignement artistique. Et actuellement, je suis un doctorat dans le cadre d'une codirection entre l'Université de la Sorbonne et l'Université de Caen, sous la direction de François Madurel et d'Hervé Platel de l'Université de Caen. Quoi vous dire bon, je suis déjà ravie d'être là aujourd'hui dans une table ronde qui porte sur un thème qui me paraît central, la valorisation de la recherche. Je crois que ça l'a toujours été, mais c'est de plus en plus incontournable et très important pour la communauté dans tous les domaines évidemment, mais en musicologie, de vraiment ne pas rester dans notre monde
sans faire cet effort de diffuser, de valoriser et de s'ouvrir à des publics très très divers et aussi à d'autres communautés, même au sein de l'université. Vous dire un peu que dans mon parcours, la pratique musicale a toujours été très intimement liée à l'enseignement, c'est-à-dire en tant que pianiste et enseignante, tout le temps en parallèle, comme deux axes principaux. Et dans une logique de parcours de carrière, ça s'est ouvert vers la médiation culturelle avec le master que j'ai fait en transmission, pédagogie et médiation culturelle pour finalement arriver à un doctorat. Voilà, je suis sur ce chemin depuis 1 an et demi. Merci beaucoup, Katia Sofia Hakim, que personne ne connaît, mais on va quand même vous demander de se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis doctorante contractuelle en 3e année ici à la Sorbonne et je prépare une thèse sur Manuel de Falla et le théâtre musical en codirection avec Jean-Pierre Bartoli et Yvan Nonic, qui est professeur à l'Université de Montpellier. Je suis membre donc, du BJC Irémus qui organise cet événement. Et par ailleurs, j'ai également une activité de poétesse en parallèle de mon doctorat. Voilà. Merci beaucoup. Donc peut-être, Katia Sofia, vous avez des indications pour ce que vous souhaitez dans ce débat en tant que non pas intervenante, mais en tant que BJC. Alors, en tant que BJC, nous avons fait une découverte, une merveilleuse découverte lors d'un de nos séminaires de doctorants. Il s'agit du court-métrage réalisé par Esther Pineda. Donc, nous avons la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, j'aurais aimé qu'on parte justement de ce court-métrage, donc de visionner ensemble ce court-métrage pour ensuite lancer le débat. Voilà. On parle vraiment d'un matériau concret. Si vous le voulez bien. Oui. Oui, je crois qu'il n'y aura pas d'objection, donc vous voulez bien. Cette langue qu'elle ne parle pas, mais qui lui court par les épaules, de l'œil jusqu'au bout des doigts. Aussi loin que je me souvienne, la musique a toujours fait partie de ma vie. Je suis pianiste et professeur de piano au conservatoire. C'est par l'enseignement que j'ai commencé à m'interroger sur la manière dont notre cerveau fonctionne quand on fait de la musique. Cela me fait perdre le sommeil, et je me suis dit que la seule manière de le retrouver serait de m'engager dans la recherche. Le thème de ma recherche est l'écoute intérieure du musicien et l'interprétation pianistique. Est-ce que notre cerveau fonctionne d'une manière différente selon les types d'œuvres que nous jouons ? Quelles sont les capacités cognitives impliquées dans l'audition intérieure du musicien ? Avec ma recherche, je vais explorer les processus cognitifs liés à l'audition intérieure afin de montrer comment ces connaissances pourraient aider à mieux aborder l'enseignement. Mais pour explorer tout cela, il faut entrer dans notre cerveau. Et je vais d'abord rendre visite à Hervé Platel, mon référent en neuropsychologie. Nous avons réalisé, nous, à Caen, des travaux sur la mémoire des musiciens et s'apercevoir que les musiciens experts sollicitaient particulièrement les régions donc cérébrales de la mémoire, et en particulier les régions qu'on appelle les hippocampes. Alors ça, c'est intéressant parce que
ça nous dit que en fait, le travail de mémoire qui est réalisé par les musiciens est un travail de mémoire associative, c'est-à-dire que les musiciens vont énormément associer des informations les unes avec les autres, des informations de statuts différents. Ce sont des informations motrices, des informations perceptives, des informations visuelles. Et en fait, ces associations multimodales, elles sont très riches et c'est une simulation tout à fait majeure pour la mémoire. Dans la tête des musiciens se passent des associations très complexes. Il y a la représentation des sons. Les gestes. Il y a les couleurs. Il y a des souvenirs. Il n'est pas très facile de savoir ce qui se passe dans la tête d'un interprète en train de jouer. On peut tout de même formuler 3 hypothèses. La première, c'est que ce serait déterminé par la partition elle-même, son écriture, son style, les difficultés techniques et finalement les intentions profondes du compositeur telles qu'on peut les lire dans la partition. La deuxième hypothèse, ce serait que ce serait déterminé en partie par le profil cognitif de l'interprète, c'est-à-dire son mode général de fonctionnement, pas seulement musical. Enfin, la troisième hypothèse, qui est très négligée, serait qu'il y aurait une empreinte très forte laissée par les premières années d'apprentissage, c'est-à-dire les couplages sensorimoteurs qui ont été renforcés ou négligés tout au début de l'apprentissage musical. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Marina, Lisa et Paul-Henri pour une séance d'expérimentation au labo. Ils sont tous des pianistes professionnels, mais d'âges différents. Dans ces séances de travail, on observe les différentes manières de jouer selon les difficultés des pièces et on les analyse. On enregistre le jeu du pianiste. On fait passer des tests de mémoire, des entretiens, et puis on analyse l'interprétation et la manière dont l'interprète l'a vécu. D'un point de vue neuronal, les musiciens professionnels développent des compétences particulières induisant des connexions et des interactions spécifiques entre différentes régions du cerveau. Que cette recherche pourra ouvrir des voies innovantes en pédagogie. Je sens que ce soir, je vais retrouver le sommeil. Merci beaucoup. Peut-être un commentaire de Katia Sofiane. J'ai envie de donner tout de suite la parole à Estelle Pineda, qu'elle nous donne vraiment son... Pourquoi? C'est la seule fille. Oui, mais moi j'ai tout de suite une question. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené? Franchement, si on va parler de musicologie, je trouve ça une drôle d'idée
personnellement, de demander à quelqu'un qui fait un film de s'exprimer. Mais comme je trouve ça bizarre de demander à quelqu'un qui joue du piano ce qu'il pense, ce qu'il exprime, puisqu'il le pense, il l'exprime par le piano, elle l'a fait par le film, non? C'est ça. Donc, Bon, oui. chacun ses théories. On est là pour en discuter. Non, ce que j'ai trouvé original dans cette démarche, c'est parce que c'est une démarche en fait en parallèle en fait de ta thèse, de tes recherches, et c'est comme une mise en scène en fait de ton parcours, de ton travail de chercheur, quoi. Et ça, je trouvais ça très, très intéressant, et de vouloir scénariser, de vouloir mettre en scène le travail que tu es en train d'accomplir pour le diffuser au plus grand nombre, à un public pas forcément de connaisseurs. En fait, vos deux commentaires sont complémentaires en quelque sorte. Une chose, c'est me demander ce qui m'aurait motivé pour faire ce film et quelle est la place qu'il occupe dans le parcours de thèse. Autrement, effectivement, m'exprimer sur le film, c'est le film qui parle, je n'ai plus rien à dire quelque part. Mais bon, en faisant la synthèse des deux choses, je peux répondre que de manière un peu chronologique, les choses se sont passées. J'étais à la réunion d'accueil des doctorants il y a 1 an et demi. Et il y a l'association de DocHop de l'université qui était là pour présenter un peu leurs différentes actions, dont des actions de médiation scientifique. Il y avait un concours Art et Sciences, c'est les photos, ou le concours Les chercheurs font du cinéma. Et moi, je suis de nature très curieuse, et ça, c'est une constante, ça ne change pas avec le temps. La curiosité est restée intacte. Alors du coup, je me suis dit, mais c'est passionnant. J'ai envie vraiment de pouvoir faire une première expérience dans le monde de l'image. C'est-à-dire que le moyen d'expression pour moi, c'est la musique, au départ. Ça a toujours été, d'un point de vue artistique, je parle. Et j'adore le cinéma. Alors l'idée de pouvoir m'exprimer par l'image sur un support d'un court-métrage de cinéma qui devait être de fiction, d'où l'idée que j'ai perdu le sommeil, ce qui n'est pas vrai du tout. J'ai toujours très bien dormi, mais bon, il fallait donner quand même une histoire un peu fiction pour que ça soit pas vraiment un documentaire. Mais bon, l'idée m'a intéressée, c'est ça qui a fait que je me suis dit, je vais me lancer dans cette aventure de faire un court-métrage. L'autre point essentiel, c'est qu'il y a un dénominateur commun dans ma dynamique, c'est la transmission, que ce soit en faisant de la musique pour un public, que ce soit dans la transmission de savoir auprès des élèves. Et alors du coup, l'aspect de la médiation m'intéresse beaucoup. Et alors pour moi, ça a impliqué le fait de faire le film, une possibilité de médiation auprès des lycéens, parce que les films sont conçus dans ce cadre-là, un dispositif de médiation auprès des lycéens et des jeunes publics. Ça m'intéressait beaucoup et je pense que ça va de pair avec cette idée de valorisation qui me paraît essentielle. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Mais en même temps, ça impliquait aussi un exercice de synthèse très difficile, et ça c'est déjà plus en rapport avec ma thèse. Ça va rester comme quelque chose en parallèle, mais directement lié à la thèse, et qui m'a demandé un exercice de synthèse très très important. C'est-à-dire arriver à dire en 5 minutes, et par le biais de l'image, pas tout le temps avec un discours parlé, voilà, quel est le thème de ma thèse, et que ça puisse être clair pour tout le monde, et voilà, avec la diversité d'aspects qu'elle prétend embrasser. Et ça, je vous avoue que ça a été très, très compliqué de trouver le langage et de pouvoir le véhiculer sur un temps très court. Voilà, et je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a demandé une réflexion qui, après, je trouve qu'elle est positive dans tout le reste de mon travail de thèse quand j'écris et tout. Ça m'a formé aussi en même temps. Merci beaucoup. Laïa Falcon, vous êtes triplement chez vous ici, avec donc, un film,
parce que vous enseignez en cinéma, de la musique et de la recherche. Et donc, je vais peut-être vous demander, en commentaire du film, mais peut-être d'aborder la question du jour, qui est la recherche en musique et en musicologie. Comment les deux doivent ou pas, ou peuvent s'articuler. Une recherche qui serait en musique et qui est, par définition, différente d'une recherche en musicologie, inversement. Mais peut-être votre point de vue de communication, de cinéma. Merci. En fait, je ne connaissais pas le court-métrage. Je veux vraiment vous applaudir. Je trouve ça brillant. Je ne sais pas si c'est un concours assez connu. C'est quelque chose que beaucoup de doctorants font. Et cet exercice d'essayer de faire un court-métrage sur sa thèse, je trouve ça brillant. Vraiment. C'est la 10e édition, la 11e, c'était, il y a 3 concours comme ça en France. Et après, il y a une rencontre nationale à La Rochelle où les prix vont être présentés. Mais il y a pas mal de doctorants, effectivement, qui se présentent. C'est brillant. Et toi, Rani? Oui. Ça ne m'étonne pas, c'est vraiment brillant. Et je trouve un exercice sublime de cette parole que tu as très bien utilisée, de trouver la synthèse, d'être capable de synthétiser notre travail d'une façon tellement poétique et tellement efficace, c'est ce qu'on peut dire. Et je pense que ça nous montre que ton cerveau, c'est vraiment là-dedans. Et tu réussis aussi. Un autre bout que je pense que c'est très important pour nous. Parfois c'est nécessaire je pense, de se rappeler pourquoi nous sommes nécessaires. Pourquoi notre profession est tellement nécessaire. Et j'imagine qu'il y a plusieurs réponses à ça. Et ça, je vais le lier avec la question que vous venez de faire. Et j'imagine cette petite escalier. D'abord, la profession de l'artiste et l'art est nécessaire, est tellement nécessaire pour l'être humain, pour notre espèce. Et par plusieurs raisons, mais par exemple, l'artiste, l'art observe notre monde et l'explique. Avec les mots justes, les couleurs justes, les sons justes. Ça, c'est pas facile à faire. Il y a des gens qui peut nous aider à c'est pas qui peut nous aider à nous défendre, qui peut nous aider à avoir de la santé. Nous, les artistes nous aident à observer notre monde et à mieux nous comprendre. Et aussi, il y a une autre task très importante pour les travaux des artistes. Les artistes nous aident à élargir nos limites. Les limites de notre espèce. J'ai beaucoup cette idée de que les personnages de Jules Verne nous sont amenés à la Lune avant que les ingénieurs. Bien sûr, on a besoin des ingénieurs, bien sûr, mais j'aime bien cette idée de l'art qui nous aide à être un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus sage, un tout petit peu, n'est-ce pas? Et ça, c'est très... On a l'art et les artistes. On a les autres membres de la tribu, n'est-ce pas? Et ça, c'est très nécessaire. Mais parfois, nous, les chercheurs, sommes nécessaires ici. Parce que parfois, toute cette recherche est perdue, ou est oubliée, ou est pas très bien comprise. Et c'est pour ça que je suis tellement fascinée de la passion avec une chercheure, avec laquelle une chercheure nous raconte comme est le journal d'Andy, par exemple. Maintenant, on va entendre l'exposition de Miyuki Jinai sur Messiaen. Et pourquoi, comment est-ce qu'il a fait pour nous ouvrir les oreilles et pour imaginer un autre univers possible. Et tout ça, c'est important parce que nous sommes au milieu pour récupérer, pour réouvrir porte. C'est très important pour un pianiste. Parfois, il n'est pas conscient de comment son cerveau fonctionne. Et ton travail peut tellement aider à refaire le chemin, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je pense que la communication de notre travail et la conscience de l'importance de notre profession, c'est tellement
nécessaire. Voilà, je suis enceinte, c'est pour Merci, ça que je madame. parle un peu. Mais bah voilà. Merci. J'essaierai d'imaginer ce que tu as fait. Bien. Pour moi, ça ne choque pas du tout. J'aurais dû. Donc, merci beaucoup. Un petit mot aussi, peut-être, Katia Sofia, sur Oui, pour revenir recherche en sur musique, recherche en ce musicologie lien aussi. entre musique et musicologie, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que tu pars d'un objet qui est musical, ou plutôt d'un acte qui est musical, qui est le jeu de l'interprète, c'est bien ça? Pour en faire un sujet de recherche musicologique, mais également scientifique. Et en même temps, là, ce que tu viens de faire, tu viens de faire de ce nouvel objet que tu crées, qui est un objet de recherche de ta thèse, tu en fais à nouveau un objet artistique, on peut dire, mais cette fois-ci par le biais de l'image. Et donc, ce trajet qui est fait, je le trouve vraiment très intéressant. Et du début jusqu'à la fin de ta démarche, vraiment dans une démarche de médiation, c'est-à-dire qu'on passe d'un médium, du médium de la musique, d'un médium à l'autre, et à chaque fois pour produire un nouvel objet. Donc il y a tout un processus là que je trouve très intéressant. Tu te situes vraiment dans une dynamique. Et enfin, pour moi, cette dynamique est vraiment très inspirante dans le travail de recherche de tout doctorat. Voilà. Donc, encore pour revenir sur cette parfois difficile coordination entre musique et musicologie, dans nos recherches, enfin, je sais que moi dans mes recherches, j'ai souvent du mal justement à associer, plutôt à coordonner musique et musicologie, notamment lorsqu'il s'agit d'intégrer par exemple de l'analyse musicale ou des extraits musicaux dans l'objet de la recherche. Et je trouve que c'est un équilibre très difficile à maintenir. Et justement, cet effort de synthèse que tu fais là est très inspirant au sein même. Je pense que ce genre de travail de synthèse est aussi une leçon dans notre travail de recherche de thèse, où nous avons besoin de faire un effort de synthèse, parce qu'on s'imagine que dans notre thèse, on a le loisir de tout dire, de tout analyser sur le sujet, alors qu'en réalité, malheureusement, nous sommes limités par un certain nombre d'années de doctorat. Nous devons finir la thèse, nous devons soutenir la thèse. Et nous ne pouvons malheureusement pas être exhaustifs, même si notre sujet pourrait être développé à l'infini. Et donc, de présenter un objet fini comme ça, très synthétique, en 5 minutes, ça nous donne aussi une leçon dans notre propre recherche et doctorat. Je pense qu'il ne faut pas forcément chercher l'exhaustivité, mais avoir aussi l'humilité de peut-être renoncer à un certain champ de recherche pour pouvoir au final produire un travail qui est fini et viser à la soutenance de notre thèse. Merci beaucoup pour la remarque. Effectivement, hein, quand on prépare un concert, quand on a une commande d'une œuvre, on doit la livrer à temps. Et je peux me permettre, un article, une conférence, une thèse, c'est pareil. C'est cette attention au lecteur, à l'auditeur, à la commande, au cadre de la commande et au délai. Moi, j'ai appris chez Bouygues délai, qualité, prix. Et ouais, c'est comme ça qu'on remporte le marché. Hein. Et comme on disait avec Nicolas Mellus, je m'excuse un peu ceux qui sont encore dedans, hein, mais une bonne thèse est une thèse soutenue. Il n'y en a pas d'autre. Donc effectivement, c'est la notion de
que normalement, on connaît bien, au moins les gens dans la composition, la notion d'œuvre, même si après il y a de l'interprétation, il y a quand même une notion d'achèvement, mais de ces 3 minutes, c'est un objet qui est posé en état, qui va être discuté, puis qui est une étape. Par rapport à la question que vous abordez en passant, pourquoi une thèse en 3 ans ou en 5 ans et pas en 5 ans, parce que le contrat il vient après. Il y a un premier contrat qui est pour, ou pas, hein, mais un premier contrat qui soit financé ou pas, qui est de finir la thèse, d'accomplir ce travail, et à partir de là, il y a, c'est ça qui va ouvrir le droit à une carrière. Je ne dis pas qu'elle est... Là, c'est juste un droit. Mais l'idée, c'est quand même celle-là, c'est qu'après les 3 ans, les 50 thèses, on devient... on a la possibilité d'avoir un autre contrat qui sera... Bon, est-ce que c'est bien raisonnable de travailler 35 ans sur un sujet? Personnellement, moi, je trouverais ça dommage. Hein. Ça veut dire les gens qui ont... Moi, j'ai passé mon débat, imaginez, c'était pas en musique, hein, c'était dans une autre vie. Mais en 75, ça veut dire qu'aujourd'hui, je continuerai à faire des recherches. Il n'y aurait pas d'informatique, il n'y aurait pas de caméra numérique. Il y avait la télévision couleur. Hein, il y a à peu près tout dans ce qu'il y a de notre environnement. Pour ce qui est de la Chine, on était en pleine révolution culturelle, et donc table rase de tout, et c'est ça que je serais censé aujourd'hui étudier, ce que j'avais vu en 1975 dans mon débat. Non, je ne pense pas. Donc, le fait de pouvoir terminer un travail, c'est en musicologie comme en musique, quelque chose on le pose, et puis les gens apprécient ou pas, et puis on continue. Et puis c'est à la fois, Xenakis disait ça. Xenakis disait que Scherchen lui a dit, vous avez une chance, vous n'en avez pas deux. Quand il a écrit Métastasès, avec tous les 24 parties séparées des cordes, Scherchen lui a dit, mon petit gars, c'est très bien, hein, j'ai entendu ce que vous vouliez faire, mais c'est pas comme ça du tout que ça s'écrit. Et c'est pas du tout comme ça que ça va être joué. Comme c'est moi, on va le jouer. Hein, mais vous n'aurez pas deux fois la chance. Hein, donc on a 2 fois la chance. Mais il faut faire les choses, et on espère tous qu'on va rencontrer un chercheur ou un Xenakis qui va nous dire, bon, ça va pas du tout, mais c'est pas grave, on va le faire quand même, et puis après, on fera. Et après, on a cette charge qu'on partage, quelques-uns, d'enseigner à notre tour, et puis de dire, bon, ça va pas du tout, mais on va quand même le faire. Et puis on continue. Mais si on ne présente pas le travail, on ne peut rien dire. Ça reste génial, et sous le boisseau, c'est quand même très dommage. Une autre conclusion? Vous venez de faire une porte que j'ai beaucoup aimée. Plusieurs entre vous sont musiciens, n'est-ce pas? Je vois vos photos et peut-être on peut lever la main, mais peut-être ici on partage une peculiarité assez bizarre quand même. Et là, on a l'habitude de présenter des résultats. Tu travailles avec un sonate de Beethoven pendant une année. Et tu sais que tu vas jouer mieux dans quelques années, normalement. Mais quand même, tu dois faire ton petit concert à la fin de l'année. Et on a l'habitude de ça depuis très longtemps, n'est-ce pas? Dès qu'on est petit. Et donc la thèse, c'est un tout petit peu la même chose, mais on a un tout petit peu plus de temps. Peut-être c'est pour ça qu'on a une tête... je ne sais pas comment le dire. Je ne veux pas dire bizarre, je ne veux pas dire meilleur, mais en fait je veux dire meilleur. On a une tête meilleure que les autres pour faire ce sort d'effort, je pense, parce qu'on a l'habitude. On a l'habitude de prendre beaucoup de heures, pas plus, et comme ça, on fait notre travail, on va le présenter, et ça sera mieux dans quelques années, mais quand même, il faut y aller, n'est-ce pas? Oui, je pense. C'était beau.
Merci beaucoup. Un dernier mot? Oui, juste pour revenir sur cette question, je trouve que le court-métrage que nous avons vu est vraiment très encourageant pour nous doctorants, parce que on a tendance, surtout en début de thèse, à se faire une image de la thèse comme d'un monument et dont on a peur, enfin, on a presque peur de l'achèvement de ce monument, alors que là, cette thèse, ce monument, tu en fais un court-métrage, vraiment quelques minutes que tu arrives à synthétiser, et justement, ça nous donne l'espoir, voire même ça nous encourage vraiment à terminer notre travail, et ça nous donne la perspective d'un achèvement possible et la perspective de pouvoir retrouver le sommeil, pour reprendre ce que dit ton personnage, hein, une fois que notre thèse sera achevée. Donc merci de nous encourager à tous et à toutes dans nos travaux. Moi, je suis très contente si ça vous encourage. Et j'en profite pour vous dire que j'aimerais qu'effectivement cette dynamique de tenter cet exercice de faire un film, par exemple, encourage d'autres personnes, parce que quand je me suis inscrite, le collectif qui organise le concours, ils m'ont dit « Ah, c'est la première fois qu'on voit musicologue ». En général, les gens qui s'inscrivent à ce concours, ils viennent tous des sciences dures. Dire, ben voilà, ça va être l'exception. On me dit, est-ce que tu le fais avec quelqu'un d'autre? Parfois, il y a 2 réalisateurs qui s'inscrivent et font un travail commun. Je dis, ben non, parce qu'il n'y avait pas notre musicologue qui était dans l'équipe ou dans un thème qui était proche, alors du coup, ben, je peux le faire seul. Mais voilà, dire que ça me fait penser qu'effectivement, dans la communauté de la musicologie, des démarches comme ça que je vois comme des démarches de valorisation et de médiation surtout, je pense qu'elles doivent être encouragées. Plus on en fera, je pense que mieux ça sera pour tout le monde, parce qu'on fait des choses tellement intéressantes qu'elles doivent être diffusées. C'est important, pas uniquement pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une table ronde, donc il n'y a pas de questions à la salle. Bon, évidemment, on a chacun beaucoup de questions. On va passer à la suite de l'après-midi avec Bai Zhao. Est-ce que Miyuki Jinai est ici dans la salle? Est-ce que vous pouvez vous installer maintenant, les deux? Ou vous pouvez rester? Non, venez comme ça. Merci beaucoup, mesdames. Merci.